Bonjour, je m'appelle Pascale Riouet, je suis enseignante d'histoire de l'art aux États-Unis dans une institution qui s'appelle Rhode Island School of Design sur la côte Est. Je suis professeur invité dans le cadre du programme professeur invité de l'EHESS du 8 février au 20 mars 2019. Alors, je suis Pierre-Olivier Dittmar, je suis maître de conférence à l'EHESS et je donne mon enseignement sur l'anthropologie historique du vivant, en entendant par là les non-humains en général, et les humains bien sûr, mais incluant, disons, les animaux, les images aussi, les objets, et toutes les formes de vie qui peuvent traverser ces différentes formes d'existence. J'ai commencé ma thèse en l'an 2000. En fait, avant l'EHESS, j'étais à Brown University aux États-Unis et j'ai décidé à ce moment-là, pour garder un lien avec Paris, avec la France, de faire une co-tutelle. Et j'ai donc rencontré Jean-Claude Schmitt, ce qui m'a amené à l'EHESS. J'ai suivi son séminaire dans ses locaux. Et j'ai défendu ma thèse aux États-Unis, mais j'ai toujours gardé un lien avec l'EHESS. C'est une institution qui m'a permis de trouver une grande ouverture d'esprit. Ça m'a vraiment permis de sortir du domaine strict de l'histoire de l'art pour rencontrer des personnages qui m'ont aidé à penser à l'art en tant qu'élément de rituel, ce qui était très important pour mon sujet. Pour ma thèse, j'ai étudié les processions et notamment les bannières de procession. Après ma thèse, j'ai trouvé du travail précaire, partiel, mais à temps partiel, mais tout de même très intéressant, donc aux États-Unis, dans plusieurs institutions, mais principalement dans cette fameuse Rhode Island School of Design, qui est une école d'artistes qui est en quelque sorte une version beaux-arts, très réputée aux États-Unis, avec un programme important de sciences sociales. Voilà, ça fait 10 ans que je suis là-bas. C'est une approche très intéressante puisque on parle d'art, d'histoire de l'art, d'histoire à des artistes, des concepteurs, donc des élèves brillants et très créatifs. Et ça me pousse moi aussi dans mon travail à m'ouvrir à d'autres choses. Ce que j'ai découvert à l'école des hautes études, c'est un univers d'échange. Des cours qui ne sont pas magistraux. Ça, j'ai beaucoup apprécié, je peux comparer avec d'autres institutions. Et notamment, je me rappelle par exemple d'un séminaire de Jean-Claude Schmitt où les tables étaient arrangées en U, ce qui permettait vraiment un meilleur échange entre les participants et puis questions-réponses, une atmosphère plus détendue, je dirais, plus propice à l'apprentissage en fait. Bon, ça, je crois que c'est quelque chose dont on m'avait parlé déjà même avant que je commence la co-tutelle avec le HESS et vraiment ça me correspond bien. Je suis très contente de ces années-là. C'est ce que j'essaye moi aussi de reproduire dans mes cours. Donc ma spécialité, c'est la Renaissance italienne, mais justement avec ce contact avec le HESS, j'essaye de sortir des confins de la Renaissance italienne telle qu'on la comprend traditionnellement, de regarder également ce qui se passe dans d'autres pays et de penser dans la longue durée. Et puis quand on dit Renaissance, c'est aussi la fin du Moyen-Âge. Mon sujet de thèse d'ailleurs parlait de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est quelque chose qu'on a du mal à vraiment dissocier. Donc voilà, la longue durée, c'est quelque chose d'important ici à l'EHESS, notamment au Centre de recherche historique, puisque c'est difficile de parler d'un sujet sur une période très limitée dans le temps, alors que les phénomènes souvent perdurent, changent, évoluent, mais c'est justement ça qui est passionnant à étudier.
Pascal, je me rappelle que la première fois que je t'ai entendu parler, c'était dans le cadre d'une rencontre organisée par la Bexastec autour des techniques du faire croire. Et tu avais présenté un papier sur une procession exceptionnelle qui était à Perugia au début du XVIIe siècle, qui articulait de façon exemplaire à la fois des enjeux religieux, des enjeux politiques et toute une culture matérielle, notamment des images. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette rencontre. Je m'en rappelle très bien, c'est aussi la première fois que je t'ai entendu parler. C'était un moment important, ce colloque, parce que on déclinait un thème sur la croyance, les techniques du faire croire, sur plusieurs époques, plusieurs techniques, plusieurs types de médias. Moi, ça m'a permis de développer ce papier que j'avais donné. C'est devenu le dernier chapitre de mon livre. Mais tu oublies le groupe Image dans les locaux du GAOM, qui s'appelle aujourd'hui Aloma. Il y a cette fameuse rencontre hebdomadaire du groupe Image où on discute, on indexe des images pour une base de données, mais on peut aussi, suivant les semaines, parler d'autres types d'images que celles des manuscrits. Et c'est passionnant, ce sont des discussions informelles, mais en même temps une très fine analyse de ce que l'on regarde en détail. Et voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup quand je suis à Paris et que le groupe Image se rencontre. C'est quelque chose que je ne veux pas manquer. Alors du coup, à la suite de cette rencontre, avec Jérôme Bacher, on t'a convié à écrire dans un volume qui avait une vertu pédagogique consacrée aux images dans l'Occident médiéval. Et on t'a demandé d'écrire sur des images processionnelles, des images en mouvement, et tu as fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire que tu as finalement proposé un papier sur une image incroyable qui est un Christ dont la peau est de cuir, qui possède des cheveux humains, et qui est utilisé dans le cadre de liturgie à Pâques, de liturgie pascale. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Donc on m'avait demandé d'écrire sur les bannières de procession, puisque c'était mon sujet de thèse. Moi j'ai eu envie de faire autre chose, puisque justement mon livre allait parler de plusieurs types d'objets. Donc j'ai écrit sur le fameux Cristo Morto de Pérouse, celui d'une confrérie qui a été réalisé au XIVe siècle, qui existe toujours, qui a subsisté. C'est un objet extrêmement rare, puisqu'il est fait de cuir, oui, mais j'ai trouvé dans les sources de la peau de chamelle, donc qui a une apparence humaine extraordinaire. Et c'est un Christ complètement articulé, donc on utilisait uniquement pour Pâques. Donc on ne le voyait pas beaucoup, mais pratiquement tous les ans entre le XIVe siècle et le XXe siècle. Alors du coup, après s'être intéressé à ce Christ à peau de chamelle, maintenant tu as changé complètement de sujet, et ces dernières années tu t'intéresses de façon tout à fait naturelle au chocolat. Oui, alors le chocolat, c'est un mot qui fait rêver. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un sujet qui se traite de façon internationale. Donc là, on peut toucher à beaucoup de pays, beaucoup de types d'images différentes, d'objets différents, sur plusieurs siècles. Et donc, bon, on a beaucoup écrit sur le chocolat. Moi, je m'intéresse principalement au chocolat d'avant l'ère industrielle, donc lorsqu'il était consommé sous forme de boisson. Et ce qui m'intéresse particulièrement, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas tant de choses que ça décrites, sont les pratiques sociales autour de cette boisson, qu'elle soit en général ritualisée. Et donc la gestuelle autour de la consommation, mais aussi les objets avec lesquels on consomme, on prépare la boisson. Et puis donc toutes les questions de création de formes nouvelles et d'inspiration, que ça part du Mexique jusqu'à la Chine, pour ce qui est de la porcelaine par exemple. Donc là, sur l'histoire du design, il y a déjà aussi quelque chose à creuser. Mais évidemment, toujours dans la veine de l'EHESS, l'idée de porter son attention sur les aspects anthropologiques. Je veux aussi regarder le travail, les conditions de travail, les images du travail autour du chocolat, que ce soit le travail domestique chez les élites européennes ou que ce soit le travail dans les plantations ou la condition des images qui montrent les colonies françaises ou d'autres pays. Ma thèse est devenue un livre assez différent de la thèse d'ailleurs, puisque je l'ai ouvert à d'autres
disciplines, j'avais envie de dire, c'est tout à fait pluridisciplinaire. Et surtout, je ne me suis pas confinée aux bannières de procession. J'ai essayé de montrer qu'il existe tout un ensemble d'objets processionnels avec un rôle très important au sein du rituel qu'est la procession. Et j'espère que mon livre il est centré sur une ville qui est Pérouse, dans l'Italie centrale, mais j'espère que les idées que j'avance vont ouvrir le champ sur tout type de procession. J'ai pas pu toutes les étudier, j'ai fait une sélection, et puis surtout arriver à étendre le sujet sur d'autres villes, d'autres pays, de façon internationale. Il n'y a pas besoin de se concentrer sur une seule région. En ce moment, je suis en train de finir une traduction d'un livre des monstres en français, qui est en fait le premier livre des monstres écrit en français, même si c'est un dialecte qui est un mélange de picard et de wallon. Une traduction que je fais avec une collègue littéraire qui est Maud Pérez-Simon. Et c'est un texte fantastique qui m'a beaucoup occupé ces dernières années parce qu'il est à la fois tout à fait révolutionnaire, obscène aussi parfois, presque surréaliste par certains aspects. Et il donne une autre image, si on peut dire, disons, d'un Moyen-Âge politique depuis un type de voix que l'on a très peu l'habitude d'entendre, dont je pense qu'il s'agit, dont je vais faire l'hypothèse qu'il s'agit d'une voix de subalterne.